Donc Agrapol est un lieu où il y a plein de compétences complémentaires, diversifiées, et c'est un lieu d'échange. C'est dans ce cadre-là qu'on organise ce type de rencontres. Voilà, pour les premiers points. Et le conseil d'administration d'Agrapol a décidé de prendre l'économie sociale et solidaire comme thème d'échange cette année. Pour nous, c'est très important parce que ce lieu, c'est vraiment un lieu où on souhaite que les idées s'échangent, que les gens se confrontent, même sur des idées différentes, et que du coup, des projets qui existent déjà en organisme ici, mais puissent se faire avec des partenaires extérieurs pour avancer et travailler là sur le thème qu'on a choisi, qui est l'alimentation durable, puisque c'est quand même un des sujets qui nous rassemble au niveau de tous les organismes. Donc je suis très heureuse de vous accueillir, de travailler, d'avoir préparé cette rencontre avec la CRES, et je vous souhaite une très belle journée. Bien, bonjour à tous. Bon, moi je suis extrêmement heureux d'être avec vous. Alors vous pouvez vous dire, oui, il dit ça à chaque fois. Oui, je dis ça à chaque fois, mais j'ai un tempérament un peu passionné. Alors forcément, je suis heureux d'aller participer à l'ensemble des lieux où on invente la façon dont on va faire demain. Et le sujet qu'on a là, c'est celui-là. C'est comment est-ce qu'on fait demain quand on parle d'alimentation, quand on parle de production alimentaire. On parle de ça, on est sur un sujet qui est absolument essentiel, à la fois à ce qu'on est individuellement et à ce qu'on est collectivement. Donc, je suis heureux d'être là pour découvrir ce que vous inventez les uns et les autres, et puis pour voir comment on continue à inventer la façon dont on va faire demain. Je suis là aussi pour que se mette en exergue la façon dont on fait. Parce qu'il y a ce qu'on fait, et puis il y a la façon dont on le fait. Et quand on construit une société, quand on cherche à construire des transitions, des évolutions, la façon dont on fait les choses est bien sûr absolument pas anodin. Et c'est là que j'en profite pour placer l'économie sociale. La façon dont l'économie sociale produit, dont elle construit des coopérations, dont elle associe les habitants, les citoyens, l'ensemble de la société civile d'un territoire pour faire avancer un sujet, pour produire sur, en l'occurrence, l'alimentation, a une importance majeure. Et vous pouvez le voir, nous, on le voit très régulièrement en travaillant avec nos adhérents, en travaillant avec l'ensemble des grands acteurs de l'économie sociale. Annick nous parlera d'un de ces très grands acteurs, et puis vous en avez un certain nombre de petits, d'émergents, certains qui construisent des dynamiques sous des formes absolument nouvelles. On a par exemple VRAC dans la salle, désormais même plus petit, désormais grand. On a donc cette opportunité ensemble de regarder toutes ces stratégies qui ont émergé et de voir comment on en fait quelque chose qui est réellement solide pour transformer. Parce que ce qui est marquant dans notre société, je pense, et dans ce que produit l'économie sociale, c'est qu'on affirme assez fortement l'enjeu de transition, d'une part, et qu'on a déjà inventé beaucoup de choses, d'autre part, mais par contre, on a du mal à rendre ces inventions suffisamment massives pour qu'elles arrivent à construire les transitions qu'on évoque régulièrement. Et votre sujet, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée de travail. Malheureusement, je ne pourrai pas rester toute la journée, je resterai la matinée. Et j'aurai beaucoup de plaisir à faire votre rencontre et à vous entendre. Merci Armand. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi, je m'appelle Annick Brunier. Pour commencer, je suis agricultrice et je suis ici parce que je suis vice-présidente de COP de France Auvergne-Rhône-Alpes. Alors COP de France, pourquoi est-ce que nous sommes là? En fait, COP de France est adhérente bien évidemment à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Les coopératives, ce sont quand même des entreprises qui appartiennent à ces agriculteurs, ce sont des entreprises capitalistiques, ce sont des entreprises qui travaillent toujours dans la recherche de l'équité et qui ont une réflexion toujours d'intérêt collectif. Alors donc par nature, les coopératives font véritablement partie de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, nous avons un lien très très fort avec la société civile, Armand le disait tout à l'heure, que l'on soit dans les montagnes, dans les plaines de culture, que l'on soit en ville,
La coopérative est un acteur prépondérant dans le développement économique et prépondérant également dans les relations sociales des territoires. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes 290 coopératives, nous sommes 17 000 emplois, nous représentons 17 000 emplois. C'est 3 agriculteurs sur 4 qui sont adhérents des coopératives et c'est un chiffre d'affaires de 8 milliards, ce qui est quand même notable. Je terminerai en disant que nous sommes des acteurs incontournables des filières alimentaires et agroalimentaires également. On en parlera tout à l'heure sur la table ronde. Une marque sur 3 est coopérative, donc ce qui est quand même important. Tous les jours, les coopératives mettent en œuvre des stratégies pour construire, organiser, pérenniser les opportunités de nourrir la population de façon durable et locale par ailleurs. Donc plusieurs routes ont été tracées, il faut pérenniser. Je termine mon petit propos, simplement je vous remercie d'être là et ensemble on va pouvoir réfléchir sur ces sujets-là qui nous touchent tous. La localité, la durabilité, c'est bien évidemment le cœur d'un de nos projets. Bonjour à tous et à toutes. Caroline Debroux, qui vous a accueilli, m'a demandé d'animer cette matinée, ce que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Après vous avoir dit qui je suis Antoine Carret. Je travaille pour une organisation professionnelle agricole qui s'appelle TRAM, qui est une organisation nationale. On est 26 personnes à travailler pour cette organisation. Et ce qui fait qu'il y a aussi convergence avec l'économie sociale et solidaire, c'est que dans notre organisation, on place l'humain au centre, on place le collectif aussi au centre, et on a des approches qui sont très liées au phénomène de transition, que ce soit la transition énergétique, mais aussi la prise en compte de l'agroécologie. On accompagne aussi beaucoup de gens dans les démarches de circuits courts, et donc c'est ce qui donne tout son sens à ma participation aujourd'hui. Alors, nous allons avoir une matinée qui va s'articuler de la manière suivante. Vous voyez tout en haut à gauche, on va avoir d'abord un éclairage, un peu comme un soleil qui brille, qui va nous donner un zoom sur quelque chose. C'est Carole Chazoul, je vous la présenterai tout à l'heure. Et ensuite, on va avoir une table ronde en 5 temps. Je vous la redétaillerai avec des invités, des personnes qui vont apporter leur contribution. Moi, je ne vous ai pas dit pourquoi je suis là. Je suis là pour vous aider à prendre du recul par rapport à cette thématique centrale, les opportunités d'alimentation durable et locale en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis là aussi pour faire en sorte que cette table ronde tourne rond sans tourner en rond. Donc, oui, et je vais commencer par vous expliquer un petit peu de quoi je vais parler et pourquoi j'ai mis ce titre. Donc évidemment, vous allez tous me répondre oui à cette question, je pense, dans cette assemblée. Une autre économie alimentaire est-elle possible? C'est quand même une vraie question, parce que avant-hier, j'étais à une table ronde organisée par Loïc Fayet, qui est là, dans un forum franco-chinois avec 3 universitaires de Chine. Et la discussion qu'on avait tournait autour finalement de quelle alimentation pour les villes. Et on était 3 enseignants-chercheurs français et 3 enseignants-chercheurs chinois. Et le décalage entre nos discours était vraiment très important. Très très important. Parce que nous, d'un côté, on disait oui, on peut approvisionner les villes avec des systèmes de proximité, avec de l'économie locale, avec des reconnexions entre acteurs. Et puis du côté de la Chine, on entendait mais nous, on a des villes de 11 millions d'habitants. Ce qui marche, c'est l'économie agro-industrielle, c'est l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire et les grosses industries nous apportent de la sûreté et de la sécurité alimentaire. Il y avait même une intervenante qui était médecin, qui nous a expliqué que dans son enfance, elle avait justement dans son quartier un approvisionnement local et elle mangeait des produits très traditionnels de Chine. Et que depuis que justement la mondialisation avait opéré, que cette industrie s'était développée, elle mangeait des bananes parce que maintenant elle avait la possibilité de manger des bananes et que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et que c'était très bon aussi sur le plan nutritionnel, cette variation et le fait de pouvoir avoir cette diversité d'aliments.
Donc c'est pas une question si simple finalement, et quand on décale un peu les jeux d'échelle, on se rend compte que cette question elle est quand même très très complexe, et que même en France, hein, c'est pas si simple, vous l'avez dit, notamment pour arriver à sortir des systèmes qui sont un peu petits pour aller vers des choses un peu plus grosses. Donc je vais vous faire un panorama très rapide de ces systèmes conventionnels, parce que je pense que vous en avez tous une connaissance assez aiguë, et que vous savez tous quelles sont les difficultés de ce système. Donc, comme vous pouvez le voir, alors est-ce que le truc marche? Pas forcément, si, un peu. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une schématisation qui est faite par un professeur émérite de Lyon, non pas de Lyon, excusez-moi, de Montpellier, qui s'appelle Jean-Louis Rastouin. Je ne sais pas si vous connaissez ses travaux, mais il a passé sa vie en fait à parler des systèmes agro-industriels et des problèmes de durabilité autour de ces systèmes. Et aujourd'hui, il porte une notion qui s'appelle les systèmes alimentaires territoriaux, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et donc il symbolise ça en fait d'une façon assez simple, hein, mais on voit bien quand même qu'on a là des bulles qui résument l'ensemble finalement de ce système conventionnel dans lequel on a construit des silos et dans lequel on a construit aussi des déconnexions très fortes entre les différents opérateurs. C'est-à-dire que ceux qui sont là, par exemple, les artisans, les industries agroalimentaires, bon bah, ils vont plus avoir une relation vraiment proche avec les agriculteurs. Ça va être que des relations commerciales. Et ça va être pareil à toutes les étapes. Donc on est dans des phases de silo, hein, où les gens ne se parlent plus. Et ça donne des choses comme ça, hein, évidemment, hein, bon, ça vous connaissez tous. Et ça donne surtout un système qu'on considère comme très intensif, très spécialisé, très concentré, très financiarisé et de plus en plus globalisé. Donc ce système, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des consommateurs aussi, il nous donne des modèles alimentaires, puisque à chaque système alimentaire, on a un modèle alimentaire de consommation qui émerge. Et ce modèle, évidemment, il s'est standardisé et il est passé par les GMS. Alors en France, on a quand même encore de la chance. On a de la chance parce que finalement, ce système, il ne couvre que 70% du marché alimentaire national. Dans d'autres pays, hein, vous prenez les États-Unis, vous prenez le Canada, on est à plus de 90%. C'est-à-dire que tout ce qui arrive finalement sur le marché de la consommation à domicile, pratiquement tout, ça passe par des grandes enseignes. Et elles sont au nombre de 1 ou 2, peu importe le format du magasin. Des fois, il y en a 2, 3. Des grandes enseignes qui sont très concentrées. Donc finalement, vous avez vraiment un goulot d'étranglement. Hein, c'est ce que j'ai voulu représenter ici. Vous avez un goulot d'étranglement dans lequel vous avez 2, 3 opérateurs qui vont faire la loi dans le système. Et ça va créer évidemment une dissymétrie très forte entre les différents opérateurs. Et du coup, notre petit consommateur, là, vous voyez, il passe sa vie en fait derrière dans son supermarché, derrière son caddie. Alors ça a construit quoi comme rupture? Ça a construit plusieurs ruptures, évidemment, vous le savez. Hein. Des ruptures avec le produit, puisqu'aujourd'hui, le consommateur il est un petit peu perdu face au produit, qui est un produit agro-industriel en majorité, il ne sait plus ce que c'est. Des ruptures avec le territoire, il ne sait plus d'où ça vient. Des ruptures avec les pratiques productives, il ne sait plus du tout ce que c'est, les pratiques productives. Et des ruptures avec ses agriculteurs aussi, hein, sur lesquels il a finalement des images très contrastées. Et puis du coup, quand il y a des crises, quand il y a des problèmes, le consommateur, il est totalement perdu. Il est totalement perdu parce qu'en plus, il reçoit des messages contradictoires en permanence. Des messages, on lui dit, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, des messages nutritionnels d'un côté. Et puis d'un autre côté, on lui dit, oui, mais attention, les pesticides, c'est cancérigène. Manger du bio, oui, mais pas quand même, dans le bio, des fois, il y a des problèmes, c'est pas très sain sur le plan sanitaire. Donc il est complètement perdu. Et quand il est perdu, le consommateur, en fait, il a 2 types de comportements qui ont été évalué, hein, les sociologues ont beaucoup travaillé là-dessus. Il a un comportement finalement de réassurance par la routine, c'est-à-dire que bon, il va se dire tout ça, ça me passe au-dessus de la tête, moi j'ai toujours fait comme ça et de toute façon je vais continuer à faire comme ça. Donc il va dans son supermarché, il fait ses courses suivant son habitude et finalement rien ne change. Ou alors il a un comportement par un changement plus radical de régime alimentaire où là il va devenir il va développer quelque chose de plus anxiogène, où il va enlever un certain nombre d'aliments ou d'ingrédients sans trop savoir exactement si c'est bien, si c'est pas bien. Mais en tout cas, il va commencer à s'interroger aussi. En faisant ça, c'est peut-être anxiogène, mais il va quand même commencer à s'interroger sur son alimentation, sur ce qu'il y a autour de son alimentation, sur ce qui se passe autour de son alimentation. Et ce qu'on voit en France, c'est que ce genre de comportement se développe très vite, hein, peut-être plus que dans d'autres pays, et notamment par rapport à ce qui se passe autour de la baisse de consommation de viande, hein, on voit des choses très rapides qui avancent.
Alors, il y a aussi d'autres ruptures qui ont été amenées par ce système agro-industriel. Les autres ruptures, c'est des ruptures finalement entre les opérateurs, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que les opérateurs, ils n'ont plus vraiment d'importance. Un agriculteur, il peut être remplacé par un autre agriculteur, ça n'a pas vraiment d'importance au final, du moment que l'approvisionnement est fait. Donc le lien de proximité qui pouvait exister à une époque, les relations commerciales, un peu de soutien, de solidarité, elles ont eu tendance à disparaître. Alors pourquoi est-ce que dans tout ça ça a quand même eu, cette économie agro-industrielle, et moi ça me l'a rappelé quand j'ai écouté mes collègues chinois, elle a quand même eu des avantages. Elle a favorisé une grande accessibilité sur le marché des produits, elle a baissé les prix, elle a favorisé finalement aussi l'innovation dans l'alimentation, elle a favorisé une diversité des produits, un accès à des produits qu'on n'avait pas, voilà, des échanges aussi. Et énormément, évidemment, sur le plan financier, c'est une économie qui rapporte. Mais en même temps, elle a eu ce qu'on appelle des externalités négatives, des problèmes de santé, des pertes de diversité, des inégalités économiques et sociales à l'échelle mondiale, une opacité informationnelle, c'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, ce que je vous disais, il ne comprend plus trop, des dégradations environnementales et une instabilité des marchés. Alors pourquoi faire de l'économie autrement? Aussi parce que cette économie, elle a un coût. Elle a des coûts cachés, donc ça c'est une étude qui a été faite à l'échelle du Royaume-Uni en 2017. Et on voit bien, ils ont déterminé les coûts cachés. Un des grands coûts cachés, c'est quand même la santé. Le second, c'est la dégradation des ressources naturelles et la perte de biodiversité. Puis tout ce qui est lié au coût finalement de subvention de l'agriculture, puisque l'agriculture dans cette économie, elle ne rémunère plus le producteur, c'est une difficulté, donc le producteur est obligé d'avoir des subventions. Alors faire de l'économie autrement, est-on prêt? C'est quand même la grande question. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à changer? Alors pour les consommateurs, je vous l'ai dit, c'est pas évident pour tout le monde. Mais néanmoins, ce qu'on voit quand on fait les études, quand on lit un peu les études de consommation qui apparaissent, c'est que évidemment il y a toujours les préoccupations de santé qui sont récurrentes dans l'ensemble des attentes des consommateurs. Mais il y a aussi finalement d'autres préoccupations qui apparaissent, qui sont des préoccupations plus liées aux valeurs finalement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des valeurs de solidarité, des valeurs de maintien des activités agricoles sur le territoire, de juste répartition du prix. Ça a été beaucoup discuté autour des EGA, ça n'a pas donné tous les résultats qu'on attendait, mais ça a quand même beaucoup été discuté. De moindre impact sur l'environnement et de progression de la question animale. C'est des choses qui sortent de façon très forte aujourd'hui dans les études de consommation. Alors est-on prêt? On est prêt aussi peut-être parce qu'il y a de nouvelles régulations qui apparaissent. Ça a commencé avec les projets alimentaires territoriaux. Ensuite, la loi sur l'agriculture et l'alimentation, qui avait comme objectif de mieux rémunérer les agriculteurs. Et puis finalement des collectivités territoriales aussi qui commencent à se saisir de ces questions-là. Là, je vous ai mis un exemple sur l'Isère, avec la volonté vraiment de faire un travail collectif, multipartenarial entre différents opérateurs, différentes chambres, les chambres consulaires dans leur totalité, et aussi différentes collectivités, pour accompagner finalement et soutenir les circuits de proximité et l'agriculture. Et en même temps, en mettant au cœur de leur stratégie la juste rémunération des agriculteurs, la provenance géographique, l'information aux consommateurs. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Alors ça bouge aussi du côté des démarches alternatives. Depuis 2000, on le voit, c'est des choses qui émergent et qui se développent sur tous les territoires. C'est vrai que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a eu un territoire qui est un véritable laboratoire. Il y a énormément de choses qui ont existé, qui coexistent, qui se développent, qui continuent à se développer. Vous en êtes tous des exemples. Je vous ai mis quelques chiffres, mais je pense que vous les connaissez. Et dans ces démarches de circuit court, on voit aujourd'hui un processus qu'on appelle... Enfin, pour moi, il y a deux choses qui sont en train de se développer, qui sont intéressantes. Je vais vous en parler après. Il y a à la fois l'implication des consommateurs, qui devient de plus en plus forte, et un processus qu'on appelle dans nos jargons de scaling up, c'est-à-dire un processus de montée en puissance, d'augmentation d'échelle et de volume, avec une demande soutenue justement par des territoires, une demande plus forte pour approvisionner les villes, pour approvisionner les territoires, et une nécessité finalement de structuration de cette offre locale, agricole, autour de valeurs qui sont celles des circuits courts, pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'étudier. Donc évidemment, je vous disais, les démarches soutenues par les consommateurs, vous les connaissez. Voilà,
je vous ai mis un exemple sur les supermarchés coopératifs, on voit bien qu'on en a de plus en plus. Mais surtout, ce dont je vais vous parler, c'est de ce projet de recherche que moi je coordonne ici à l'ISARA avec certains collègues, notamment un collègue de la Chambre régionale d'agriculture qui s'appelle Laurent Joyer et une collègue d'Auvergne-Rhône-Alpes-Gourmand qui s'appelle Françoise Moléniana. Donc c'est un projet de recherche qui a justement pour objectif d'analyser finalement cette montée en puissance des circuits courts pour voir un peu comment est-ce que dans ces phénomènes qu'on étudie, qu'on voit apparaître, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est vraiment sur des phénomènes qui mixent des éléments des circuits courts et des circuits longs? Est-ce que vraiment on peut arriver à développer ces circuits courts, à aller vers une économie sociale et solidaire vraiment dans laquelle ils pourraient s'inscrire et qui apporterait des bénéfices au territoire? Ou est-ce que c'est que finalement du greenwashing, de la relocalisation d'activités, ce qui peut s'entendre, mais qui ne va pas avoir un intérêt plus fort que celle-là, à part reconnecter des acteurs de façon commerciale, sans qu'il y ait vraiment d'autres bénéfices à ça. Donc là, nous, on travaille avec vraiment plusieurs opérateurs. On a travaillé avec, vous l'aurez compris, avec l'ISER. On a travaillé avec des groupements d'agriculteurs, vraiment. On a travaillé avec des grosses sociétés de restauration collective. On a travaillé avec des entreprises agroalimentaires. On a travaillé avec des grossistes. Et à chaque fois, avec cette grille de lecture, en se disant, finalement, comment est-ce que ça se reconnecte? Qu'est-ce qui se reconnecte? Et qu'est-ce que ça donne, finalement, ces reconnexions? Et on voit que un des premiers résultats qu'on voit, c'est que, évidemment, suivant par qui la démarche est portée, les choses vont être différentes. On voit que, finalement, ces systèmes sont vraiment hybrides parce qu'ils font vivre ensemble et interagir des choses qui relèvent de l'économie libérale, des choses qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, des choses qui relèvent des alternatives, dans leur système d'organisation, dans les valeurs qu'ils portent. Et aussi, on voit que finalement, il y a énormément d'envie, énormément de projets, énormément de démarches, mais aussi énormément de difficultés pour stabiliser ces choses, pour stabiliser ces démarches, parce qu'on est dans de l'innovation, on est dans de la structuration, finalement, qui est en train de se construire et qu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour accompagner ça sur le plan d'un modèle économique. Donc on travaille là-dessus. Et puis, autre écueil qu'on a vraiment vu sur ces systèmes, c'est les modes de distribution et la façon d'impliquer le consommateur. Parce qu'on a vu des choses comme ça aux États-Unis. Pour que ça marche, il faut que le consommateur soit impliqué, il faut que le consommateur ait conscience de ce qui se passe. Exemple des épiceries sociales et solidaires, et une notamment qui est née sur les pentes de la Croix-Rousse et qui a inventé un nouveau modèle autour de l'alimentation saine et durable pour les publics les plus précaires, il y a 17 ans, et sur un modèle ESS, avec un mode de gouvernance exemplaire, avec aussi des bénéficiaires qui ne sont pas distingués des autres, qui sont solidaires et qui sont plus privilégiés. Et donc, il est vrai que des acteurs émergeaient, faisaient déjà autrement, des restaurants coopératifs, un vrai foisonnement, une vraie dynamique. Et puis, vers la fin du mandat, j'en profite, Kevin est à côté de moi, à la fin du mandat précédent, l'émergence de dynamiques, je dirais, territoriales, qui sont aujourd'hui, qu'on appelle des pôles territoriaux de coopération économique, que les collectivités ont souhaité soutenir. Parce que voilà, ce qui est important de rappeler, c'est quand on passe du marginal à la norme, il est important de pouvoir articuler tous les échelons de collectivité. Puisque pour soutenir au démarrage ces dynamiques, le nerf de la guerre, c'est financier, c'est le budget. Donc une collectivité comme la ville de Lyon n'est pas en capacité de se soutenir seule. C'est vraiment le fruit d'un travail de coopération, à la fois avec les acteurs, mais avec les collectivités territoriales. Et il est vrai que dans l'ancien mandat, nous avions mené ce travail de coopération pour soutenir des acteurs qui répondaient aux besoins du territoire, qui étaient de la production à la consommation. Et puis, moi, quand je suis arrivée en 2014, j'avais le souhait d'acter le fait que nous avions aussi un axe important autour du soutien à la consommation responsable et à l'alimentation durable, en faisant voter une délibération cadre
qui acte et qui intègre cette politique publique comme une politique à part entière, qui est irriguée dans toutes les politiques et dans toutes les délégations. Donc, un soutien au PTCE, et puis, je rappelle, un financement européen en 2012 dans le cadre d'Urbat qui a permis de faire travailler tous les acteurs de la production et de la consommation et sur ces sujets d'accessibilité à l'alimentation saine et durable. Parce que là aussi, il faut sortir aussi de l'entre-soi et de celles et ceux qui sont plus privilégiés et d'aller, et d'ailleurs l'enseignante-chercheur l'a rappelé, d'aller vers les consommateurs dans toute leur diversité. Et donc sur ce mandat-là, donc délibération cadre, axe important, soutien et plutôt partenariat, parce que là aussi la collectivité doit changer sa posture avec tous les acteurs qui sont sur le territoire, et puis avec les financements que je peux avoir sur ces sujets, je ne suis là que pour être facilitatrice et faire le lien avec les autres niveaux de collectivité, et puis surtout de permettre de reconnecter avec les consommateurs. Et donc l'outil, on a un outil qui s'appelle le label Lyon Ville Équitable et Durable aussi, qui est un outil de promotion de la consommation responsable. Et cet outil, dès le départ, avait été lancé au départ avec les TOC lyonnaises, donc l'identité forte autour de l'alimentation durable, de l'alimentation plutôt, de la gastronomie. Ces acteurs ne sont plus là. Hein. Nous avions peu d'acteurs de l'économie sociale et solidaire dans l'ancien mandat. 2014, beaucoup d'acteurs de l'alimentation, un secteur important, un secteur dynamique, qui permet, avec la collectivité et vraiment ensemble, d'aller à la rencontre des Lyonnaises et des Lyonnais, de promouvoir la consommation responsable, de faire émerger des projets innovants, notamment dans les quartiers en politique de la ville. Et pour moi, c'est un enjeu important. Il y a ces PTCE qui jouent un rôle important, qui apportent de la richesse, qui dynamisent le territoire. Et il y a aussi des enjeux de sensibilisation sur des territoires où les freins sont encore là, où les habitants imaginent encore que ça peut avoir un coût sur le budget. Et des acteurs, alors l'exemple de la fabrique à manger est un bon exemple, avec la légumerie, nous avons travaillé sur un projet de sensibilisation et de démocratisation de l'alimentation durable avec tout un travail en amont et des actions dans le quartier, avec les jardins partagés, avec la légumerie et avec tous les acteurs du territoire. Ce que je veux dire, c'est que quand on est une collectivité territoriale, on doit tirer tous les fils, mais surtout inscrire durablement ces politiques publiques et collaborer, dialoguer à la fois avec les acteurs, et ça, je pense qu'on a la culture, mais c'est une culture qui est ancienne et qui s'est faite avec le temps, dans un respect et dans la réciprocité. Et puis surtout, alors on a eu une période plus difficile sur ce mandat-là, où on avait un partenaire qui était la région, avec qui on arrivait à collaborer, à coopérer. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Sur certains projets où on se mettait autour de la table et on pouvait développer et s'aimer. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. On aura tout à l'heure quelqu'un de la région qui va venir nous donner son point de vue. Voilà, comme ça il y aura du débat. Vous avez dit facilitatrice, vous avez dit tirer des fils, vous avez dit PTCE. J'imagine que quand il faut être facilitatrice de toute cette diversité de types de modes de commercialisation, je pense à des supermarchés, je pense à des supérettes, je passe d'un quartier à l'autre de Lyon, j'imagine une épicerie sociale et solidaire, j'imagine un marché forain. Comment vous faites pour faire cohabiter tout ce monde-là et faire en sorte que ça ne fasse pas un bouillon explosif? Alors, je vous ai parlé du label Lyon Ville Équitable et Durable. Alors, je dis toujours, il y a beaucoup de labellisés qui sont ici. C'est de la bienveillance et de l'exigence. Les critères de labellisation sont très exigeants. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas postuler au label. Ce qu'il est important de signaler, c'est que nous avons travaillé au fil de l'eau avec les acteurs sur des critères qui permettent non seulement de mettre en avant qui distingue la structure, notamment sur le secteur de l'alimentation, et ce qui montre qu'elle fait autrement et ce qu'elle apporte au territoire. Et donc on est sur tous les enjeux du développement durable. Mais ce label est inclusif. Ça veut dire qu'on peut ne pas l'attribuer,
mais permettre à des acteurs qui veulent progresser de participer à nos ateliers, pas à nos événements, parce que je rappelle, les valeurs sont importantes et l'outil label, qui est un outil de développement local, un étendard, c'est un outil au service du prix juste, c'est un outil au service qui permet la transformation de la société, du territoire. Le lien avec le territoire est important, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre. Mais le label reste un outil de promotion de la consommation responsable. On parle d'économie sociale et solidaire. Et moi, je porte cette politique d'ESS. Ça ne veut pas dire que sur les marchés, aujourd'hui, sur le label, on a 250 labellisés de statuts différents, et on a aussi des acteurs de l'économie conventionnelle qui font autrement et qui ne sont pas dans la grande famille de l'ESS, mais qui rentrent dans les critères du label. Et qui, avant la loi ESS, le label était inclusif avant même la loi ESS, avant même le vote de la loi. Donc c'est comment on fait progresser et on avance ensemble pour une société, un territoire plus juste et surtout qui permette aux Lyonnaises et aux Lyonnais d'accéder à une alimentation saine, aussi des produits recyclés, mais sur l'alimentation, c'est de l'exigence et de la bienveillance. C'est pour cette raison que les acteurs de l'économie sociale et solidaire nous ont rejoints dès 2014. J'imagine que dans cette grande famille de l'ESS, vous avez le GRAP, qui est à votre droite, Kevin Guillermin. Kevin Guillermin, je pense que c'est pas inutile qu'on fasse le petit détour par qu'est-ce que le GRAP. Je vous propose 3 entrées. Une première entrée sur le sens du GRAP, une deuxième entrée sur comment ça fonctionne, et puis une troisième entrée sur une action qui permettrait d'illustrer. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Kevin Guillermin, je travaille pour une coopérative qui s'appelle GRAP, ça veut dire Groupement Régional Alimentaire de Proximité. C'est à la fois un groupe coopératif et une coopérative d'activité et d'emploi dans le champ de l'alimentaire durable. Donc aujourd'hui il y a 40 activités qui font partie de GRAP, qui sont des activités de transformation et de distribution de produits alimentaires bio et locaux, des épiceries, des magasins, des boulangeries, des activités de fabrication de repas bio pour les crèches, des restaurants, des traiteurs, de la fabrication de café, de bière, etc., sur un territoire qui couvre grosso modo l'ancienne région Rhône-Alpes. Sur le sens de ce qu'on fait, du coup, GRAP porte un projet évidemment économique, mais qui est aussi un projet politique, qui est appuyé sur 2 piliers. Un premier pilier qui est l'alimentation durable. Donc, je ne vous fais pas la liste, mais la participation à une transition écologique et alimentaire. Et le deuxième pilier, c'est la coopération au travail. Du coup, on travaille aussi cet axe-là. On n'est pas uniquement sur un projet porté sur notre métier. On est aussi sur des questions de répartition des revenus au sein de la filière, de participation à la prise de décision, de propriété collective des outils de production qu'on développe. Voilà pour le sens. La manière dont ça fonctionne, c'est que du coup, les activités qui font partie de GRAP, elles partagent une aventure collective, évidemment, mais aussi d'un point de vue plus technique, des services mutualisés. Donc du coup, chaque des activités de GRAP contribue au financement de services mutualisés de gestion, comptable et sociale, de logistique mutualisée, d'informatique, de gestion, d'accompagnement, de formation. Et donc elle contribue au financement de l'ensemble de ces services qui sont déployés pour le compte de toutes les activités. Ces activités elles partagent aussi un cahier des charges d'appartenance à GRAP, de la même manière que pour le label. Il faut respecter un certain nombre de critères pour faire partie de GRAP. Et du coup, sur un exemple d'action, la dernière activité qui vient de démarrer, donc la plus récente, c'est un projet d'épicerie, magasin et restaurant qui s'appelle Comme 3 pommes. L'exemple est intéressant parce que c'est une ferme bio qui s'appelle Margerie, qui est au sud de Valence, à Porte-les-Valences exactement, dont vous pouvez trouver assez facilement les jus de pommes, en particulier dans les magasins bio à Lyon, et qui du coup nous a sollicité parce qu'ils avaient un magasin sur leur ferme qui les quittait, une activité qui s'arrêtait. Du coup, ils nous ont sollicité pour reprendre cette activité, et donc du coup on a créé une nouvelle coopérative qui s'appelle Comme 3 pommes, et du coup qui a ouvert il y a 2 semaines avec un projet de magasin et de restaurant à la ferme. Je crois que vous avez aussi un cahier des charges qui est un petit peu bien précisé, enfin, qui a des entrées très précises. Oui, du coup, donc nous on a
un projet très éclaté, très décentralisé, avec 40 activités qui sont situées sur des lieux différents et avec des métiers différents. Du coup, pour que tout ça se tienne et fasse corps, et ben, il faut bien tracer la différence entre le dedans et le dehors. Et donc, du coup, on a un cahier des charges avec des critères précis sur des questions d'approvisionnement. Du coup, les activités de négoce, par exemple, doivent réaliser plus de 80% de leurs appros en bio. Les activités de transformation de traiteurs doivent faire plus de 50% de leurs appros en circuit court, etc. On décline un certain nombre de critères sur les deux piliers de notre projet qui sont l'alimentation durable et la coopération au travail. Et une véritable exigence, si je comprends bien. On est obligé. Nous, du coup, on propose un projet très intégré avec un fort niveau de mutualisation et de solidarité. Pour que les gens acceptent ce fort niveau de solidarité, il faut aussi qu'ils se reconnaissent faire partie d'un ensemble qui partage leurs valeurs. Et du coup, on est obligé d'avoir un effet du coup exigeant sur le cahier des charges, sans quoi du coup la solidarité fonctionnera pas longtemps. Et alors sur ce premier axe de notre table ronde qui va du marginal au général, qu'est-ce que vous observez vous de votre point de vue? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va bon train? Est-ce que ça va trop lentement? Non, je pense que ça va dans le bon sens. Moi, j'ai même le sentiment que la bataille culturelle elle est en passe d'être gagnée, voire même elle est déjà gagnée. Donc là-dessus, moi, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens, en tout cas sur la conscientisation du grand public. Même si évidemment tout le monde évolue dans un environnement contraint, les ménages évoluent dans un environnement de budget contraint, et nous aussi on évolue dans un budget contraint. En tout cas, nous, quand on a créé la coopérative en 2012, donc la coopérative a un statut SIC, coopérative d'intérêt collectif. Quand on crée le SIC, quand on écrit les statuts, il faut écrire quel est l'intérêt collectif qui rassemble les associés. Et du coup, une chose qu'on a écrite, c'est on a dit, voilà, on est dans un territoire, Rhône-Alpes, la métropole lyonnaise en particulier, où il y a eu depuis 10 ans, donc on disait depuis 10 ans en 2012, donc on va dire c'était dans les années 2000, un développement très fort de plein d'initiatives dans l'alimentaire durable, et que notre intuition, notre intention au départ, c'était de dire, on a l'impression que là, il y a un deuxième étage de la fusée qui est à construire, et que maintenant il faut construire des projets de mutualisation, des initiatives structurantes pour la filière, sans volonté hégémonique. On n'a pas la volonté de réunir tout le monde à l'intérieur de GRAP, mais qu'en tout cas on pense qu'il y a besoin d'outils structurants et que des micro-initiatives éparpillées sur le territoire ne suffisent plus à répondre à l'ampleur des enjeux qui ont été exposés par Madame Chazou. Ok, merci beaucoup. Je vais inviter notre troisième invitée, Madame Brunier, à nous rejoindre pour passer sur le deuxième axe de la table ronde qui va nous permettre de nous interroger comment on peut faire à la fois du lucratif et du solidaire. Madame Brunier, vous nous avez accueilli en tant que vice-présidente de Coop de France, mais là vous êtes aussi en tant que membre du bureau de l'Imagrin, une grande coopérative que tout le monde connaît ici, j'imagine, oui. Moi j'aimerais bien que vous veniez à nous expliquer comment on peut faire du lucratif et du solidaire tout en même temps, comme quand on marche, les deux à la fois. Donc là, je vais prendre ma casquette d'agricultrice, tout simplement. Donc ma coopérative, c'est une coopérative qui est située dans le département du Puy-de-Dôme, un petit peu sud-allié. Ça concerne une plaine qui s'appelle la Limagne, qui est coincée entre deux massifs, notamment les massifs des volcans, et à l'ouest et à l'est, les monts du Forez. C'est un bassin d'effondrement, c'est une plaine assez riche. Pas tout à fait les mêmes terrains partout, mais globalement, c'est une plaine assez riche. Dans cet endroit-là, on arrive à faire des blés à fort taux de protéines assez facilement pour des raisons pédoclimatiques. Donc, l'histoire de ma coopérative, qui date d'un peu plus de 50 ans, enfin, on vient de fêter un cinquantenaire il y a 3 ans, mais il y a une antériorité n'empêche par rapport à cela. Bref, c'est des agriculteurs, on a aujourd'hui à peu près 2000. La taille des exploitations, c'est à peu près 80 hectares, ce sont des exploitations de taille familiale. La problématique qui s'était posée très tôt dans les années 80, c'est quand on compare à ce qui se fait sur la planète,
en voyageant beaucoup, en Limagrin, on se déplace, et quand on voit ce qui se fait en Argentine, en Ukraine, en Russie, enfin bref, dans les grandes plaines, voire même nos amis agriculteurs des grandes régions françaises, on se dit, nous, on ne va pas procéder de la même façon, on n'est pas compétitif. On va essayer de ne pas créer du minerai, de ne pas créer un matériau qui va se vendre comme une commodité, mais on va essayer de se ramener de la valeur ajoutée. Et là, pour le coup, on était véritablement dans l'idée de ramener du revenu dans les exploitations. Et aujourd'hui, on le traduit aujourd'hui par le maintien de pas mal d'exploitations. On a bien évidemment un problème de succession parce que le monde agricole est très complexe, c'est très dur. Mais cependant, la Limagne, c'est un lieu où il y a beaucoup d'exploitations qui ont été pérennisées par les actions qui ont été faites par mes collègues agriculteurs qui étaient aux différents sièges, aux différents conseils d'administration qui m'ont succédé et les actuels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une coopérative, mes collègues seront d'accord avec moi forcément, on est propriétaire de nos outils, propriétaire de ce que nous faisons, mais nous sommes usufruitiers. Donc en fait, l'antériorité permet de construire l'avenir. Et là, pour le coup, notre idée, c'était dans les années 83, déjà on a commencé à réfléchir, mais concrètement, je vais vous parler d'une filière plus précise, celle dont j'ai la charge en tant que présidente de cette filière-là. Dans notre plaine, on cultive notamment, entre autres, les betteraves sucrières, c'est pas le sujet, le maïs, une des personnes qui est ici dans la salle en parlera certainement plus tard, mais on cultive également du blé. Et ce blé nous a donné l'idée d'investir, d'acheter une société qui produisait du pain, type industriel, du pain emballé, du pain de mie, qui était en faillite, enfin qui était en mauvais état de santé. On l'a racheté, pendant 12 ans on l'a porté, on a essayé de la faire devenir rentable. Et l'idée c'était donc de transformer, de vendre à cette entreprise-là nos blés, nos farines, et ensuite aller chercher un marché auprès de la grande distribution. La grande distribution, aujourd'hui, c'est un des soucis. On est quand même en partie dépendant de cela. C'est un autre sujet. Donc, on a donc créé une filière qui s'appelle Jacquet. Plus tard, ensuite, on a acheté une entreprise qui s'appelle Brossard, qui, elle, était en bonne santé. Donc, c'est des gâteaux. C'est un sujet en parallèle qui est dans la même, je dirais, division économique chez nous. Mais qui vient, l'idée, c'est de ramener, encore une fois, du revenu dans les exploitations. C'est-à-dire que nous avons créé des moulins. Nous avons également nos semences, c'est-à-dire notre génétique. Nous recherchons des variétés de blé qui sont plus adaptables au process industriel, également à faire des pains type buns, type pain emballé, type pain de mie, des pains spéciaux que nous adaptons aujourd'hui avec plein de références. Donc, nous, agriculteurs, nous avons souhaité avoir des chercheurs qui travaillent là-dessus. Ensuite, nous cultivons ce blé. Nous avons nos moulins et nous avons notre vaisseau amiral, enfin notre principale industrie qui se trouve à 2 pas du siège social également en Limagne. Donc en Limagne, nous mettons en avant le concept de circuit court agro-industriel parce que sur un rayon d'une trentaine de kilomètres, tout est là. Les agriculteurs, les moulins, l'entreprise qui fabrique les pains. Alors après, bien évidemment, on vend en local et on vend sur la France. Et également, on essaye d'exporter et de développer ça, notamment, et je fais une petite parenthèse aussi, on essaie de développer sur différents pays, je vais dire les États-Unis, je vais dire bien sûr l'Asie, et bien mettre l'accent sur le fait que l'agroalimentaire en France, c'est quelque chose d'extrêmement bien perçu parce que c'est considéré comme une alimentation premium à l'extérieur de notre Europe, voire même à l'extérieur de la France. Donc, pour en venir à ma filière, l'idée c'était encore une fois, non pas de faire, parce que le mot équitable n'était pas dans les esprits véritablement, mais ceci dit, on faisait quelque chose qui nous permettait encore une fois de ramener de la valeur et en même temps on travaillait notre qualité parce que ces blés que nous sélectionnons, ce sont des blés qui ont, de par leur capacité génétique, nous amènent à faire une production de qualité, nous permettent de limiter des intrants, travailler également nos apports, enfin véritablement travailler avec des cahiers des charges qui sont précis, ce sont des blés tracés, on rend des comptes et on essaie d'être le plus transparent possible. On travaille aussi beaucoup aujourd'hui tout ce qu'on appelle dans notre jargon le clean label, c'est-à-dire qu'en gros, nos pains, nous souhaitons qu'il y ait le moins d'additifs possible. Donc en fait, on se limite le plus possible à ne faire que des choses d'origine naturelle, notamment des choses qui viennent de blé de maïs que nous produisons également, qui viennent par exemple
éviter de mettre des œufs, des choses comme ça, qui nous aident à faire par exemple de la conserve. Je ne suis pas du tout dans le métier de l'agroalimentaire, je ne vais pas trop en parler, mais on enlève toute la partie qui n'est non maîtrisable, hors l'aspect naturel que nous cultivons dans nos exploitations. J'ai certainement oublié beaucoup de choses sur le sujet. Je voulais également vous dire en parallèle, c'est que ça c'est notre historique, c'est quelque chose qui fonctionne, et encore une fois, sans ça, nos agricultures ne seraient pas ce qu'elles sont chez nous. Il y aura beaucoup moins d'exploitation, on a des problèmes d'habitage foncier, comme partout en France, on rencontre les mêmes défis. Peut-être, si vous voulez, vous nous dites quelques mots sur l'intégration de l'Imagrin, enfin l'intégration de l'Imagrin dans le projet agricole territorial du Grand Clermont. Comment ça se passe? C'est là-dessus que j'allais rebondir. Donc en fait, là j'ai pris mes petites notes parce que je n'étais pas directement dans les réunions. Le projet d'alimentation territoriale, c'est issu des lois d'avenir de l'agriculture et de la forêt de 2014. Cette loi fixait des orientations du programme national de l'alimentation à travers 4 priorités. C'était l'ancrage territorial d'action et de mise en valeur du patrimoine, la justice sociale, l'éducation des jeunes et la lutte contre le gaspillage alimentaire, chose qui nous concerne directement. Donc l'idée c'était de définir une assiette idéale du citoyen. Et l'idée également c'est de faire un projet collectif. Donc il y a eu des réunions depuis l'année dernière, il y en a eu 3, qui mettaient en place les choses et ensuite qui essayaient de créer un livrable. Le livrable a été fait en début d'année, qui permet de mettre un projet sur ces réflexions-là, et je vais vous les décrire. Donc, faire un projet collectif, c'était rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les consommateurs, et donc développer l'agriculture sur les territoires ainsi que la qualité de l'alimentation. Ce qui est intéressant, c'est que les PAT, il y en a eu 2 de fait concrètement de réaliser en France, c'était dans la région d'Angers, donc chez nous. Et ce PAT s'est fait en accord avec la métropole clermontoise, c'est 4 PCI, plus le parc national Livradois-Forez. Donc une multiplicité d'acteurs. Pardon ? Une multiplicité d'acteurs. Si Oui, le parc est oui, dedans, c'est-à-dire s'il y a des EPCI, oui, s'il y a... c'est-à-dire que les EPCI, clairement, je vous parlais tout à l'heure, on était sur une plaine, le parc, les monts du Forez n'étaient pas loin. Donc, dans les 4 EPCI de Clermont, il y en a également qui débordent sur le parc national du Verdois. Donc, du coup, tout le monde s'est mis sur la même table. Et l'idée, c'était de se mettre ensemble pour réfléchir sur un projet collectif avec des constatations type surface agricole qui diminue, l'autonomie alimentaire du territoire qui diminue également, des filières céréales orientées à la baisse, enfin, il y a plusieurs constatations désagréables. Quels étaient les leviers? Les leviers, c'est rééquilibrer notre régime alimentaire, c'est réduire la surconsommation, les pertes et les gaspillages, c'est réduire l'artificialisation des terres agricoles, l'autonomie, alors je l'ai dit, augmenter la production de protéines végétales, ça c'est important en ce qui me concerne, et enfin globalement il y a plein de choses, mais contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, bien évidemment. Quelles sont les propositions à l'horizon 2050? Diviser par 2 le rythme d'artificialisation des terres, maintenir 20% de protéines, de protéagineux et de légumineuses dans les rotations pour répondre à l'évolution des régimes alimentaires, proposer 50% de produits locaux, bio ou sous signe de qualité en restauration collective, diviser par 2 les pertes et gaspillages sur toute la chaîne alimentaire, tendre vers 50% d'autonomie alimentaire en fruits et légumes, et là j'ai un point particulier à vous soumettre également. Ce qui est important également, il a été acté qu'il y avait un garantie coût matière de 2 euros à 2,50 € par repas en restauration scolaire. Parce que ce qui est toujours important de penser, c'est que si on ne donne pas les moyens, si on ne paye pas correctement les agriculteurs, on n'arrive pas à obtenir des résultats conséquents. On sent en tout cas que les objectifs sont très précis. Là, c'est précis. Par exemple, on va dire également développer la filière maraîchère. La filière maraîchère est très intéressante. On dit concrètement 4000 hectares. 4000 hectares, ça peut sembler un peu une utopie. C'est 125 hectares par an jusqu'à 2050. Alors en fait, on est tout à fait tous d'accord, mais il y a des prérequis. Les prérequis, c'est comment s'organiser. D'abord, il faut trouver des produits adaptés au territoire. Ensuite, il faut des structures de collecte dignes de ce nom. Une plateforme pour palettiser. Il y a le problème de la saisonnabilité. Il faut faire de la conserverie collective.
Je reviens à la plateforme qui me fait penser. Par exemple, il y a la plateforme AgriLocal qui travaille le bio, qui n'est pas assez utilisée. Enfin, en gros, on se met tous sur la table, sachant que nous, agriculteurs, enfin, c'était mes collègues, certains de mes collègues qui s'y trouvaient, eux autres, ils étaient dans le pragmatique en disant voilà ce qui est possible, voilà ce qu'on peut faire, c'est pas ce qu'on aimerait, mais voilà ce qui est réalisable. Donc, il y a bien un projet commun, collectif, qui réunit absolument toutes les couches de la population avec l'idéal, ce qui est possible, et en même temps ce qui est déjà bien et ce qu'on fait, ce qui est déjà bien. Alors ce que je vous propose, c'est qu'insensiblement, on passe à la troisième partie de cette table ronde, où vous allez rester avec le micro, et je vais poser aussi quelques questions à Kevin Guillermin du GRAP. Cette troisième question, c'est la question de la coopération entre les acteurs. Moi, j'aimerais savoir comment vous voyez, comment vous observez, comment vous percevez l'avenir de la coopération agricole dans cette coopération entre acteurs. Alors, la coopération, en fait, on veut construire ensemble. Déjà, la coopération, c'est comment dire, c'est un modèle qui fonctionne très très bien en tant que tel, si les hommes sont là en permanence pour bien la comprendre, bien faire fonctionner les choses. Mais le modèle en tant que tel, il est vraiment, enfin, moi je le trouve assez parfait, même si le gouvernement l'a pas véritablement entendu. Il a énormément d'avantages. Qui ne va pas, c'est quand les hommes se trompent et on a le droit à l'erreur. L'esprit de la coopération, déjà, on veut ramener encore une fois une rémunération. Et on a affaire à des agriculteurs qui veulent nourrir. On a tout intérêt à continuer, à aimer. On est très fiers de notre métier, on veut le continuer. On veut absolument, comment dire, partager les savoirs, apprendre des différences et ne pas mettre en opposition. C'est-à-dire que moi, mes collègues agriculteurs, on est tous face à des évidences qu'on rencontre, les problématiques environnementales, les problématiques également de qualité, etc. Mais aussi, on veut apprendre, mais on ne veut pas mettre en contradiction. Donc on a certains savoirs que l'on veut échanger, partager, ouvrir, et puis vraiment apprendre. Là, une question, je trouve, qui est importante, c'est qu'en fait, du coup, ce serait très intéressant la présentation de Madame Chazoul sur une sorte de chaîne de valeur, hein, et où en fait, du coup, effectivement, tout le monde a senti les errements des circuits longs, de ce fonctionnement en silo, et du coup, la première réaction, ça a été de dire, en fait, on va supprimer tous ces échelons, on va supprimer tous ces silos, et on va essayer de reconnecter directement le producteur et le consommateur, ce qui est une démarche très positive. Et en même temps, voilà, on voit qu'aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été mis en œuvre, ça représente 7 à 8% du marché. Donc ça veut dire que si vraiment on est des génies, dans 20 ans, ça fera 20%. Et il en restera 80%. Et en fait, on voit aussi que du coup, quand on cite les chiffres, La Ruche qui dit oui, 50 millions, les AMAP, 150 millions, bah on est presque au chiffre d'affaires de Carrefour Francheville, en cumulant tout ça, et en mettant GRAP aussi dedans. Donc en fait, ce que ça m'appelle, moi, comme réflexion, c'est de dire, en fait, on ne va pas nourrir le monde avec des AMAP et des ruches qui disent oui. Et qu'en fait, il faut aussi réinventer des circuits moyens, et que du coup, moi, j'appelle un peu de mes voeux le troisième moment de la dialectique, quoi. Dire, on a vu que les circuits longs, c'était pas bien, et ça ne fonctionnait pas, et du coup, il y a un balancier qui part de l'autre côté, et on réfléchit circuit court. Et en fait, maintenant, il y a une nécessité, je pense, de réinventer un circuit moyen, de dire c'est quoi un bon circuit moyen, différence entre le bon et le mauvais circuit moyen, à réfléchir. On va méditer là. Dire du coup, qu'est-ce que c'est une filière juste, ouais. Qu'est-ce que c'est une bonne coopération entre le milieu agricole et des intermédiaires. Qu'est-ce que c'est la place et la pertinence du métier d'intermédiaire dans la filière alimentaire? Je reviendrai vers vous sur les conditions de mise en œuvre de tout ça. Merci. Je vais appeler Monsieur Claude Orias et puis Madame Elsa Bonsaquet à nous rejoindre. Alors, Monsieur Claude Orias, qui est là au titre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que conseiller délégué à l'économie de proximité, mais parce que j'ai une antériorité, je sais aussi que Claude Orias a été agriculteur, arboriculteur, et je sais aussi que Claude Orias a été président d'une chambre d'agriculture, celle de la Drôme. Et Elsa Bonsaquet, qui est donc, elle va nous l'expliquer, au CIDAM,
chargé de mission sur un projet qui s'appelle notamment Valobac et non pas Copabac. Mais pas Copabac, vous nous distinguerez les choses. Voilà. Alors, moi j'aimerais profiter, Monsieur Orias, de votre triple vision, celle que j'ai citée, arboriculteur engagé dans l'agriculture, et vous l'avez été longtemps, et en même temps élu région sur cet aspect économie de proximité, pour nous dire un petit peu comment vous avez, comment vous percevez, vous, quel est votre regard sur cette économie sociale et solidaire, et ce qui nous anime aujourd'hui. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je trouve que le débat est hyper intéressant, et je peux vous assurer que ce matin, c'est avec beaucoup d'attention que j'ai entendu tous les intervenants. D'abord, on est ce qu'on est, vous l'avez bien rappelé, je suis d'abord agriculteur, retraité depuis 2014, et depuis 2014, je suis un élu. Je ne me considère pas comme un politique, c'est bizarre de le dire, hein, pourtant on fait tous de la politique, mais je me considère d'abord et avant tout comme un élu. D'abord, j'ai été un élu professionnel, vous l'avez bien rappelé, j'ai présidé la Chambre d'agriculture de la Drôme en 2001. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que, vous savez, quand on est dans les chambres d'agriculture, on a beaucoup de relations avec le monde des élus. Et à l'époque, en 2004, est arrivé Didier Guillaume au Conseil général de la Drôme, et ensemble, nous avons bâti le Salon des techniques alternatives et bio, porté par les chambres d'agriculture. Ça a été un moment très très important pendant toutes ces années. J'ai laissé la Chambre d'agriculture en 2013. En 2014, j'ai été élu maire de ma commune, et puis je me suis retrouvé élu effectivement à la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas tout de suite à l'exécutif, une grande région, puisque les Auvergnats nous ont rejoints, 12 départements. Vous le savez, sur le 2015, on a eu un budget qui était un budget aggloméré, voté en Auvergne et voté en Rhône-Alpes. On a donc travaillé à cheval sur 2 budgets, et nous avons tout de suite essayé de donner des nouvelles orientations. Ensuite, Laurent Wauquiez m'a demandé de rentrer à l'exécutif. Nous ne sommes pas nombreux à l'exécutif pour une région de 8 millions d'habitants, je m'en suis rendu compte, je peux vous assurer, puisqu'il y a 15 vice-présidents et 14 conseillers délégués que je suis. Il m'a confié l'économie de proximité. Et en fait, dans les débats d'aujourd'hui, on y est en plein dedans, dans la proximité et dans les marges de manœuvre. Moi, je voudrais dire à tous, parce que je me suis battu toute ma vie pour ça, ne jamais opposer, ça a été très bien dit tout à l'heure, et plutôt créer, comme vous l'avez dit, Madame la représentante du Grand Lyon, des synergies entre financeurs. Et quand on est financeur, c'est un devoir d'accompagner, c'est notre seul devoir d'accompagner et de faire des choix politiques au sens noble du terme, et justement par rapport à l'économie de proximité, par rapport à cette économie solidaire où l'alimentation, à mon avis, est la première raison de l'économie solidaire, et de nombreux emplois d'abord peuvent être créés avec ça, et surtout, ça a été très bien dit tout à l'heure, ce qui nous motive, c'est que la plus-value soit captée par nos agriculteurs. Et je peux vous assurer qu'ils en ont bien besoin. Je regrette d'ailleurs que dans cette salle aujourd'hui, il n'y ait pas plus de responsables agricoles. Je pensais qu'il y en aurait plus. Je le dis comme je le pense, parce que c'est important. C'est important que les responsables agricoles, alors ils sont très pris eux aussi, vous savez, ils sont donc tout excusés. Mais par contre, c'est important qu'ils prennent à cœur cette économie solidaire, et qu'ils prennent à cœur toutes les possibilités qu'il y a au niveau de l'alimentation de proximité. Ça a été bien rappelé par Kevin aussi tout à l'heure. Je partage ce qui a été dit parce que je connais, et même si c'est parfois des petites routes d'eau, vous avez cité effectivement sur Porte-les-Valences des entreprises que je connais très très bien, mais c'est porteur d'idées nouvelles, et je crois que ces idées nouvelles aujourd'hui, dans nos exploitations familiales, parce que c'est le choix que nous avons fait à la région de soutenir très fortement les exploitations familiales. Après, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, mais c'est les priorités budgétaires qui sont importantes quand on est élu, et les priorités et des budgets qu'on doit mettre au bon endroit. Simplement un mot, depuis 2015, on a trouvé un budget aggloméré des 2 régions de 36 millions d'euros pour l'agriculture. Cette année, il était de 61,8 millions d'euros. On prépare avec mon collègue vice-président des finances de la région un budget qui aura doublé, qui sera 72 millions d'euros, avec un appui très fort sur l'investissement au niveau des agriculteurs,
pour qu'ils répondent justement à cette grand changement qui s'annonce dans l'agriculture. Vous l'avez dit à plusieurs niveaux, oui, il va y avoir un grand changement, parce que les agriculteurs, avant tout, ils ont compris que leur intérêt, c'était d'être au plus près du besoin de nos consommateurs et pouvoir capter cette plus-value. Alors, ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il y a une organisation à mettre en place. Il y a un accompagnement à cette organisation à mettre en place. On y a mis des budgets dessus, la région, vous savez, avec le redéploiement des dispositifs sur, et je le redis parce que vous l'entendez dire souvent par notre président, Laurent Wauquiez, je vous ai dit tout à l'heure que je connaissais Didier Guillaume depuis longtemps, j'ai son numéro de portable personnel et on échange énormément. Je connais Laurent Wauquiez pas depuis très longtemps, mais ils ont deux attitudes similaires. Ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui ont des perspectives. Et je pense que dans cette région, on a de la chance en ce moment. Donc il faut absolument qu'on saisisse ça et qu'on fasse les bons choix au niveau d'orientation budgétaire. Alors, Monsieur Orias, peut-être au niveau d'un territoire, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous rendez compte que c'est possible, vous, d'impulser quelque chose qui allie tout ce qu'on s'est dit, ce marginal en général, ce lucratif et ce solidaire, cette coopération. Comment est-ce que ça peut être rendu possible à l'échelon d'un territoire? Alors, d'abord, c'est au niveau des échanges, être capable de se comprendre au niveau d'un territoire, et puis après, faire les bons choix. Moi, je ne crois pas à un choix qui soit sur une région à 12 départements. Je crois plutôt à une région qui va aider les territoires à mettre en place tout un tas d'organisations, et notamment de la distribution. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame d'Agri-Local, par exemple, qui est un outil formidable d'accès au marché public, sauf que l'organisation n'y est pas sur le terrain, et c'est cette organisation sur le terrain où il faut apporter des aides à l'investissement, des aides au financement de ces nouvelles orientations pour être plus proche du consommateur. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Elsa Bonsaquet qui va nous dire un petit peu plus pour qu'on comprenne ce que c'est que SIDAM, quel est l'aire géographique de ce SIDAM, quel est le rôle que jouent les chambres d'agriculture à travers ce SIDAM, dans un premier temps, si vous voulez bien répondre à cette question. C'est déjà pas mal, c'est déjà un beau programme. Donc le SIDAM, d'abord, pour présenter la structure pour laquelle je travaille, ça regroupe les chambres d'agriculture. Alors c'est un peu particulier, c'est pas à l'échelle d'une région, c'est à l'échelle d'un territoire qui est le Massif central. Donc le Massif central, c'est beaucoup plus grand que ce que souvent on imagine. On a les 4 départements de l'ancienne Bourgogne qui sont concernés, avec le Morvan, l'ensemble de l'Auvergne, 3 départements de l'ancien Rhône-Alpes, tout le Limousin et une bonne partie également de la région Occitanie. On descend même jusqu'à l'Hérault pour vous situer un petit peu l'aire géographique. C'est quand même assez grand, c'est 22 départements en tout qui sont concernés. C'est plus qu'une région. C'est plus qu'une région. Oh là là. Et on existe depuis 1975, du coup. Donc en fait, on a 2 missions principalement. D'abord, d'accompagner les politiques publiques de façon à ce qu'elles correspondent à notre territoire, à ce qu'elles répondent aux attentes des agriculteurs du territoire. Et l'autre mission qu'on a et que je porte plus particulièrement, c'est tout ce qui est de développer des actions de recherche et développement qui serviraient au développement justement de notre agriculture sur notre territoire. Et pour faire ça, on ne le fait pas tout seul, on ne le fait pas uniquement au sein des chambres d'agriculture, on le fait déjà avec la Copamac, c'est inscrit je crois aussi sur le logo, donc là ça regroupe en plus des chambres d'agriculture... Pour ceux qui ne sauraient pas, Copamac? Alors c'est conférence des présidents agricoles du Massif central, donc ça ne réunit pas uniquement les présidents des chambres d'agriculture, mais aussi ceux des FDCA, les jeunes agriculteurs du territoire, de façon à ouvrir encore un peu plus l'espace de réflexion. Et puis au-delà de ça, on s'est structuré au niveau du Massif central sous un cluster, alors on n'en a pas parlé ici, mais ça nous permet de travailler en lien direct avec les filières, donc on travaille souvent avec le COP de France, avec l'ARIA, puis également avec les entreprises directement quand ça se justifie, avec les organismes de recherche, de développement, les territoires, les parcs, le conservatoire botanique, j'en oublie plein parce que je ne peux pas tous les citer. Mais voilà, on travaille ensemble sur qu'est-ce qu'il faut pour notre Massif central demain, quelles stratégies communes on choisit pour développer notre territoire. Alors vous aviez un projet dont vous vouliez nous parler? Plus particulièrement. Je veux bien que vous nous disiez ce que c'est que Valomac. Mais quand je suis allé voir Valomac, j'ai vu que c'était consolidé des systèmes d'exploitation autour de la production herbagère. Alors dites-nous.
Les productions herbagères, c'est un petit peu ce qui nous qualifie quand même globalement déjà dans le Massif central, puisqu'on a un grand territoire herbagé, on est la plus grande prairie d'Europe, c'est comme ça qu'on se définit souvent. Et en fait, quand on a mené nos réflexions avec tous les acteurs que je vous ai précédemment cités, on s'est vraiment dit qu'on était à la croisée des chemins, que soit on se mobilisait, on travaillait ensemble à construire une économie différente qui pourrait compléter celle qui existe déjà. On est toujours dans l'idée de ne jamais se substituer, mais bien d'apporter des choses en complément. Et qu'il fallait essayer de mettre en avant nos atouts auprès du consommateur, parce qu'on est sûr qu'on en a énormément, surtout vis-à-vis des nouvelles attentes sociétales qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'on ne sait pas toujours les mettre en avant, et du coup on ne sait pas les mettre en valeur, et du coup on ne rapporte pas cette valeur sur le territoire. Et c'est l'objet du projet Valomac qu'on a construit pendant 2 ans ensemble. Donc c'est pas que les chambres d'agriculteurs toutes seules, on a bien voulu le faire en concertation avec tous les autres acteurs, d'arriver à proposer une démarche qui montrerait nos atouts aux consommateurs et qui permettrait de répartir la valeur qu'on aurait créée entre les différents maillons de la filière, pas uniquement le producteur. Oui, les producteurs doivent être rémunérés pour couvrir leurs coûts de production, leur rémunération, etc., mais les transformateurs aussi. Surtout dans un territoire comme le Massif central, on a des surcoûts qui sont quand même liés à notre géographie qu'il faut également prendre en compte. Merci. Alors j'aimerais que Pauline nous remette le schéma de la table ronde. Et dernière partie de notre table ronde, eh bien, à quelles conditions tout ça dans notre grande région? À quelles conditions est-ce qu'on peut bénéficier des opportunités d'une alimentation durable et locale dans notre région? Qui veut commencer les 5? Madame Besson. Madame Besson veut bien commencer. À quelles conditions tout ça peut-il se faire? À quelles conditions? Alors, déjà, dans une posture d'humilité et ne jamais faire table rase du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je prends l'exemple de la ville de Lyon, hein, je suis adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire à la ville de Lyon. Alors, je le rappelle, aujourd'hui quand nous parlons de commerce équitable, quand nous parlons du développement du bio et des circuits courts, puisque nous avons atteint 40% cette année dans nos cantines, c'est aussi le soutien des agriculteurs. Toutes les campagnes que nous menons, et la relation privilégiée que nous avons avec tous les agriculteurs du territoire et plus largement sur Rhône-Alpes, c'est le fruit du travail mené par la collectivité. C'est aussi la commande publique responsable. Et cette commande publique responsable, c'est en 2015 l'adoption du schéma de promotion de l'achat responsable. Nous sommes la 2e ville de France à l'avoir adopté. Voilà, l'outil label, c'est un outil qui permet, et je pense que beaucoup de labellisés qui sont ici présents peuvent en témoigner, qui permet de sensibiliser les Lyonnaises et les Lyonnais à ces enjeux-là, de soutien, les questions de revenus, vous l'avez rappelé, les revenus des agriculteurs, et d'avoir une relation privilégiée avec tous les producteurs, puisque nous avons un marché équitable de décembre à Lyon. Tous les acteurs du label sont dans la promotion de ces acteurs. Donc nous sommes là, nous, collectivités territoriales, pour faire des choix, il est vrai, mais pour aussi porter des politiques qui permettent de rassembler. On n'est pas parfait, on est aussi dans des périodes où nous sommes dans des contraintes budgétaires, mais il y a des choses qui ont été faites, et la ville de Lyon, la métropole lyonnaise, a été quand même à l'avant-garde, et il est important de ne pas faire table rase du passé. Donc moi je le rappelais en introduction, les questions d'articulation avec d'autres niveaux de collectivité sont essentielles, puisque l'enjeu est de répondre aux besoins des habitants, des citoyens, et les enjeux de santé publique sont importants. Mon combat, en tout cas, c'est de développer le bio, 40%, on a une cuisine centrale à Rieux, avec un vrai travail avec notre prestataire qui est Dior, pour privilégier le bio, les circuits courts. Et d'ailleurs, BioApro témoignera lors d'un atelier sur ce que ça a pu apporter en matière de développement de BioApro sur le territoire. Monsieur Orias veut nous donner ses conditions. Ce n'est pas tout à fait des conditions, mais effectivement, il faut répondre à ces orientations qui ont été données avec plus de bio dans les cantines. Nous, au niveau de la région, on a sorti 2 labels.
D'abord, on a sorti la région a du goût. Ça, c'est pour porter une image très positive de l'ensemble des produits agricoles. Et puis, on a sorti aussi la région dans mon assiette. Pourquoi on l'a fait? J'ai présidé d'ailleurs un temps la commission formation initiale et lycée d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a plus de 500 lycées. Avec Béatrice Berthoud, on a analysé un peu tous les chiffres. Et ce que vous venez de dire, effectivement, on a analysé les provenances. Je vais vous le dire, comme je le pense, j'ai été atterré de voir que la production bio ne venait pas de chez nous. Et je l'ai vu dans les chiffres. Je peux vous dire, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience à tous les niveaux. Il y a une organisation des cuisines centrales qui est en train de se mettre en place. Et je peux vous assurer qu'on y apporte des gros financements au niveau de la région. Et que les producteurs, entre guillemets, bio, qui eux aussi ont des grosses difficultés. Eux, ils vont chercher d'abord la plus-value au niveau local, ça a été dit par Kevin tout à l'heure, et bien évidemment, et dans nos cuisines centrales, on se rend compte, et notamment dans nos lycées, dans nos collèges, j'ai échangé aussi avec les départements, on a fait des grandes réunions sur ce plan-là, qu'il faut qu'on fasse des choix, nous les élus, de mettre un tout petit peu plus pour la matière première, pour qu'on puisse avoir des producteurs bio qui alimentent ces réseaux de distribution collective. Et ça, c'est un enjeu. C'est un énorme enjeu, et si on loupe la porte, bien oui, on verra qu'on continuera avec des produits importés. Je rappelle simplement que la balance commerciale au niveau de l'agriculture, elle est plus qu'à 10 milliards d'excédents, et que ces excédents, madame, sont faits d'abord par les céréales, effectivement, et par la viticulture, et que le reste, moi j'ai connu les 50 milliards, hein, j'ai des cheveux blancs, le reste c'est l'effondrement. Le reste c'est l'effondrement, donc attention, il faut être très vigilant à ça. Aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les filières longues et les filières courtes, mais il faut donner des moyens pour que dans nos, et là je vous rejoins madame, que dans nos cantines scolaires, les produits soient de chez nous. Et là, il y a une énorme action de notre région, on a une part de responsabilité. Merci. Les uns les autres. Kevin Guillermin, ça vous tente de nous donner vos conditions? Ça se rapproche, madame Brunier et madame Fonseca. Alors, du coup, les conditions pour coopérer sur cette filière. Alors, en ce moment, comme la bataille culturelle est en passe d'être gagnée, tout le monde aime ça, l'alimentation durable. Être contre l'alimentation durable, c'est un peu comme être pour l'extinction des pandas. C'est un truc, c'est très très mal vu. Mais néanmoins, du coup, nous, on ne souhaite pas coopérer avec tout le monde. Et je pense que c'est bien de remettre du coup un peu de conflictualité dans tout ça. Moi, je pense que les conditions pour coopérer, c'est d'avoir une culture commune et de ne pas avoir d'enjeu de rapport de force. Donc moi je ne souhaite pas coopérer avec Carrefour parce que j'ai pas de projet de société en commun avec eux et que j'ai un problème de rapport de force quand je discute avec eux. Alors du coup, effectivement, j'imagine l'Imagrin a un meilleur rapport de force, il ne doit pas être si évident que ça, mais du coup, il est quand même sûrement meilleur que le nôtre. Mais en tout cas, donc, moi je ne souhaite pas coopérer avec Carrefour, parce qu'en fait, Carrefour aujourd'hui nous sort une campagne de pub Act for Food, mais en fait, demain, si le marché le demande, ils vous feront le steak machin là, à $300 le kilo. Ouais. Donc voilà, déjà, nous, on ne souhaite pas coopérer avec tout le monde, ça c'est important de le dire. Et ensuite, du coup, dans la manière dont on coopère, je pense qu'il est important de dire, c'est-à-dire qu'il faut, une des conditions, c'est qu'on reconnaisse le rôle de chacun et qu'on comprenne mieux aussi le métier de l'autre. Je pense que ça, c'est un des problèmes issus du fonctionnement en silo, que du coup, on subit les conséquences de ce fonctionnement où chacun ignore et se méfie de l'autre et ignore son métier. Et que du coup, pour dépasser ça, moi, la seule méthode que je trouve qui vaille, c'est la méthode des petits pas. Et de dire, il faut commencer à se parler, il faut faire des petites choses, il faut être modeste dans les objectifs qu'on se donne et se donner du temps pour apprendre à se connaître. J'observe que Caroline Debroux vous écoute passionnément et qu'elle se félicite d'avoir monté cette journée. Madame Brunier ? En fait, moi, je suis sensiblement d'accord un peu avec tout le monde, si ce n'est que, bon, moi, la conflictualité me gêne un peu, mais je veux vraiment, au contraire, éviter d'opposer les agricultures, d'opposer ce qui existe et ce qui existera. Je voudrais qu'on apprenne les uns des autres, et je pense qu'il y a des bonnes choses dans tous les cas. On a tout intérêt à construire tout ça, et malheureusement, avec la grande distribution, ils sont là, on peut pas faire difficilement sans.
sachant qu'il y a quand même une masse de population à nourrir. Je vais pousser un petit peu le bouchon, je vais m'amuser un peu. Je pense que concrètement, toute l'agriculture française ne pourrait pas devenir bio, tout simplement parce qu'on n'aurait plus la quantité de produits à fournir. Bon, ça fait tousser. Il va y avoir des questions dans pas longtemps, je sens. Point d'orgue. Ceci dit, je pense, alors pareil, un autre sujet à réflexion, je pense également que dans une agriculture qui résonne... Pardon ? Oui, on va y venir. Non, mais, on va y venir. Je pense que dans une agriculture qui résonne et une agriculture qui est bio, je pense qu'on a à prendre vraiment dans les deux sens. Je pense au contraire qu'il faut limiter les extrêmes. Et ça, c'est vraiment le message que je porte. Il y a 40-50 ans, la commande était complètement différente. Pour nourrir le monde, on demandait autre chose. On demandait de la quantité, on avait des outils qui étaient la mécanisation et la chimie. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va travailler de la connaissance, qui est l'agronomie, on va travailler la sélection, on va travailler la numérique, et c'est avec tout ça. Alors donc, moi, je conclurai en disant que les valeurs, par exemple, de ma COP, c'est progrès, persévérance, mais progrès, et coopération, bien évidemment. Je crois, moi, véritablement à la coopération, et je crois à l'écoute des uns et des autres. Et moi, j'apprends chez les bio. Je suis agricultrice, un bon bio qui s'en sort, je vais lui demander des conseils. Elsa Boursaquet, sur le Massif central? Sur le Massif central, moi j'aurais surtout un mot à dire, c'est le pragmatisme. Oui. Parce qu'on n'a pas bien le choix. Donc on est obligé aussi de faire avec les circuits longs. C'est pas parce que c'est des circuits longs qu'on ne peut pas faire d'économie sociale et solidaire. Et c'est comme ça qu'on l'a vu. On veut travailler agriculteurs et transformateurs dans la main pour arriver à justement essayer de changer ce rapport avec la grande distribution. Alors c'est un pari peut-être risqué. C'est sûr, mais c'est le pari qu'on a souhaité faire dans le Massif central parce que de toute façon, si on compte sur les consommateurs du Massif central pour manger tout ce qu'on produit, on va vite être limité. Merci. Donc, le pragmatisme. Merci beaucoup. On peut les applaudir, je vous remercie de tous les 5 qui ont participé. Ce n'est pas tout à fait fini, on va vous soumettre à quelques questions. Je vous propose que Laurent fasse circuler un micro. Maxime Fritzel, j'ai 2 casquettes. Celle pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est le Valtom, syndicat de traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme. Et en parallèle, j'ai monté une épicerie locavore à Clermont-Ferrand qui s'appelle les marchés de Max et Lucie. Okay. Donc j'entends beaucoup circuit court, circuit long, coopération, je suis assez d'accord. Mais pourquoi faire circuit long quand on peut faire circuit court par contre Par exemple, pour connaître le Puy-de-Dôme assez bien, et le plan alimentaire territorial, puisque j'y ai participé aussi, on a vraiment l'agriculture, la production maraîchère dans le Puy-de-Dôme qui est vraiment déficitaire en bio pour les cantines scolaires, même pour la population. Et je me dis que l'Imagra, en tant que grande coopérative sur le territoire, peut peut-être aussi permettre aux agriculteurs de transformer leur culture. La Limagne, en plus, c'est un territoire qui permet de cultiver une culture maraîchère, alors que les montagnes, sur les volcans et sur le Livradois, c'est plus compliqué. Donc voilà, je me dis, est-ce que sur l'Imagra, vous avez vous aussi la capacité de faire transformer les cultures de vos producteurs pour faire plus de maraîchage, par exemple? Alors c'est vraiment une réflexion qui est d'actualité chez nous, alors pas suite uniquement au PAT, mais suite également aux difficultés économiques qu'ont tous les agriculteurs, et il réfléchit sur des diversifications, il y en a plusieurs. Il y a 2 axes, il y a la recherche de protéines, qui est vraiment quelque chose qui nous touche, et puis le côté maraîcher. Et notamment, les gens de la grande distribution sont venus nous rencontrer aussi. Alors, je dirais des magasins locaux, quoi, des intermarchés, des petits carrefours, des choses comme ça. Pas les négociateurs en chef, enfin bref. On propose tout de suite à nos agriculteurs d'être facilitateurs, vraiment. C'est-à-dire qu'on dit à tel endroit, il y a telle demande. Est-ce que voulez-vous travailler du bio dans ton domaine? Tu as une exploitation type avec polyculture, par exemple, ça serait bien de la convertir. Il y a vraiment un axe de travail à faire. On propose, on est facilitateur complètement. Et en même temps, la question c'était pourquoi faire du court quand on peut faire du long? Là, j'en reviens simplement mon explication première, c'est qu'en fait, dans notre cas, donc là je vous parlais de blé, le blé, enfin toute notre production ne pourrait pas être vendue sur le territoire pour dégager un revenu suffisant pour maintenir les exploitations qui dépendent à peu près à 50% de leur assolement en blé chez nous, dans notre région. Ok. Une autre question? Qui êtes-vous? À qui posez-vous votre question? Là-haut, tout là-haut. Bonjour, Florence Meyer, unité départementale de la Directe Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez parlé d'augmentation des revenus
des agriculteurs. Je n'ai pas très bien compris si c'est un projet, si c'est en cours, et comment vous allez faire. À qui s'adresse votre question particulièrement? Je ne sais plus qui en a parlé entre vous tous. Peut-être Monsieur Orias. Ah, c'est monsieur. Oui, je pense qu'on est tous motivés par ça. Et dans cette salle, je pense qu'on a bien compris que les agriculteurs, si on veut les conserver, ils ont besoin d'avoir un revenu. Donc il faut... Et comment avoir ce revenu? C'est la grande question. Et comment nous, au niveau de nos collectivités territoriales, on peut appuyer cela? Eh bien, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a eu des choix. Alors, moi j'en parle en tant que délégué à l'économie de proximité. Le président m'a fixé dans l'Assemblée plénière un budget de 36 millions d'euros. Je suis d'accord, mais moi j'étais quand même très surpris de voir que l'Imagrin était invité aujourd'hui sur la thématique alimentation durable et locale. Ça me surprend, moi, une entreprise qui fait des OGM et des pesticides, quand même, je ne comprends pas trop. Voilà. Alors, qui veut répondre? Avant peut-être de donner la parole à Madame Brunier. Oui, on donne la parole à Madame Brunier. Voilà, ça s'impose. Allez-y. Ou à l'organisateur. La région, elle va parler, Comme vous voulez. les terres bio, la disponibilité sur les terres bio. Prenez le micro. La région peut nous... Ah, mais moi je vais vous dire, c'est Claude Orias qui va vous répondre là-dessus. Les agriculteurs conventionnels seront les agriculteurs bio de demain. C'est la seule réponse que je fais. Je viens d'un département où là-dessus, vous savez qu'on est en tête au niveau de l'agriculture biologique. J'ai la vallée de la Drôme, par exemple, qui est à 25% aujourd'hui d'agriculteurs bio, déjà actuellement. Et on a un objectif de le passer à 50%. Mais c'est que les agriculteurs conventionnels. Hein. On n'a pas des terres ailleurs, on en perd des terres. La grande urbanisation nous mange beaucoup de terres agricoles avec une facilité de les prendre dans les zones de plaine et de les prendre là où on a effectivement nos fleuves, là où on a l'eau et tout. Donc là-dessus, c'est très clair. Oui, c'est les conventionnels d'aujourd'hui qui prennent le relais, et d'ailleurs bien plus vite que ce qu'on pensait. Il y a beaucoup de reconversions. Bien sûr. Madame Brunier, tu voulais toi? Caroline, oui, ça s'impose. Caroline, viens avec nous. Mets-toi en face de tout le monde. Je suis très bien placée. Pourquoi nous avons invité l'Imagrin? Moi, je trouve que dans la table ronde, il y a eu des réponses, quoi. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, déjà les coopératives depuis longtemps en sont quand même un emblème. Et dans ce que vous avez dit, madame, ça montre aussi comment, même quand on est gros, on peut développer l'agriculture sur le territoire. Je ne parle pas des points que vous avez cités, mais pour que les agriculteurs y soient là, aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont pas envie de s'occuper du commercial. On voit bien que dans les circuits moyens qu'on essaye d'inventer, l'un des gros problèmes, c'est aussi tout l'approvisionnement, la structuration des logistiques et du lien entre le producteur et le consommateur. Donc l'Imagrin, justement, est un autre modèle important, enfin en taille, hein, comme vous l'avez dit, après, qui est géré par des agriculteurs, ça on en discutera une autre fois, mais en tout cas qui est géré par des agriculteurs et qui permet à une zone comme la Limagne de rester. En plus, vous avez expliqué que vous aviez aussi localement des industries qui sont juste sur le territoire. Donc en tant que tel, comme on n'oppose pas les modèles aujourd'hui, qu'il faut inventer, moi je suis assez d'accord, entre le balancier qui était grosse agriculture conventionnelle et aujourd'hui circuit court, on a inventé des modèles au milieu. Il y en a qui ont marché, qui sont en train d'évoluer. Des coopératives ou des organismes accompagnent les agriculteurs aujourd'hui pour qu'ils produisent autrement, notamment avec l'agroécologie, avant qu'on soit dans le bio, mais il y a d'énormes progrès faits par les agriculteurs, mais c'est très difficile. C'est aussi, par exemple, avec les Cumin, on travaille dans les zones d'Auvergne qui sont loin des villes, donc les circuits courts, comme vous l'avez très bien dit, c'est pas simple. Donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que l'Imagrin et les COP qui ont réussi leur ancrage territorial, qui font de l'innovation locale et qui sont impliqués dans des PAT, ça s'appelle comme ça vaut le coup de regarder, et puis ils peuvent toujours mieux faire, mais comme tout le monde, quoi, comme toutes les structures. Voilà, ça me paraît important. Voilà. L'autre point, c'est simplement, je crois que, je voulais dire, on a un gros enjeu, je suis complètement d'accord avec Kevin Guillermin sur des problèmes de culture, entre la culture des consommateurs qui montent des organismes, comme on a eu le témoignage de Supermarché Demain, il s'appelle comme ça, oui. Et des agriculteurs. Il y a un tel fossé qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un frein à inventer ces futurs systèmes intermédiaires du milieu là. Oui. Ça fait toujours penser non, c'est pas la mafia. Moyen,
Et que du coup, des organismes structurés depuis longtemps, comme les grosses coop, peuvent aider aussi à ce que les agriculteurs comprennent mieux les consommateurs. Et c'est peut-être dans des lieux comme ça qu'on peut rapprocher les cultures. Aujourd'hui, il y a trop de différences. On a aussi une réaction du président de Coop de France, Romain Ronald. Oui, bonjour à tous. Patrice Dumas, viticulteur, éleveur, donc, et président de Coop de France Rhône-Alpes. Donc je me dois de répondre un petit peu pour, je dirais, épauler ma vice-présidente par rapport à l'Imagrin. Je voudrais quand même bien souligner aujourd'hui, et je rappelle, je vais informer, je dirais que la thématique du congrès de Coop de France en 2017 était vers une agriculture en transition. Ceci pour dire que le conventionnel chez nous, ça n'existe pratiquement plus à l'état, enfin dans l'état où les gens l'entendent. Je dirais ça existe aujourd'hui dans d'autres parties du monde où on vaporise du glyphosate directement sur les plantes OGM. Chez nous, il n'est plus question de ça du tout depuis longtemps. Aujourd'hui, on a des coopératives d'approvisionnement qui développent par elles-mêmes un maximum les produits de biocontrôle et qui poussent les agriculteurs à les utiliser. Donc il faut arrêter avec cette caricature, je dirais, d'un modèle en place où les grosses coopératives font de la résistance dans l'évolution des systèmes. Après, derrière ma question, je laisserai... Alors attendez, pas tous en même temps, pour s'entendre. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui. On pourrait donner des chiffres pour faire voir ce que je viens de vous dire. Après, moi, j'avais une question quand même à poser donc à l'ensemble de la table ronde. Tout ce qui a été dit, moi, m'inspire le fait qu'on passerait de flux poussés vers des flux tirés aujourd'hui. Mais le problème aujourd'hui pour les agriculteurs, pour s'engager dans des nouvelles productions, des nouveaux systèmes, c'est une modélisation, je dirais, de ce modèle qui a été un peu tout à l'heure mis à l'écran, un système hybride, un système de circuit moyen, comme on dit. Parce que bon, les agriculteurs, ils ont besoin d'être rassurés aujourd'hui par rapport à ce qu'ils vont faire demain. Et on ne peut plus dire aux agriculteurs de passer d'un flux poussé à un flux tiré, mais sans savoir comment ni pourquoi. Et leur donner vraiment un guide. Et puis aussi une forme de contractualisation entre l'amont et l'aval qui leur garantira un revenu en changeant leur méthode. Alors, et là-dedans, après, quid de la distribution? Et la question, c'est là aussi, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec aujourd'hui, par exemple, le marketplace d'Amazon, comment on fait? Est-ce qu'on sert de ce qui a déjà été démarré au niveau du digital ou est-ce qu'il faut réinventer une forme différente de distribution? Parce qu'on sait que de toute façon, le dernier kilomètre coûte cher. Le digital et l'intelligence artificielle seront demain peut-être des outils à développer, mais comment? Merci. Je vous propose qu'on prenne la question qui est tout en haut et qu'on fasse l'effort de répondre, si c'est possible, aux deux questions en même temps. Ça sera probablement la dernière question qu'on va prendre parce que l'heure avance et il faut marcher. Bonjour. Donc je suis Jean-Marc Revervel, je suis directeur d'une coopération de centres sociaux dans une ville à Romans-sur-Isère et on a monté une conserverie mobile et solidaire. Et j'aimerais poser une question parce que nous sommes des... voilà, je représente un peu des... Enfin, je représente personne, mais je suis dans des associations, donc des corps intermédiaires. Et je me pose la question, et j'ai pas entendu ça dans les conditions de réussite de cette transition, de l'éducation. Et je me pose la question justement, vu qu'on voit aussi auprès des collectivités et auprès de la région que les associations environnementales, que les associations d'éducation populaire sont mises à mal. Et donc je voulais savoir si on pouvait quand même, avec la mise en œuvre de ce que peuvent faire les associations, et les associations d'éducation populaire et les associations environnementales, pour concilier cette dualité que l'on a entre espace, espèce, paysage et nourriture, et comment voilà, ces conditions-là peuvent-elles être réunies au niveau de l'éducation. Qui aimerait répondre à cette question? Oh, ça n'a pas l'air de vous enchanter, Madame Brunier. Une petite phrase. L'éducation, ça fait partie également des sujets qui sont réfléchis dans le PAT, dans les projets alimentaires territoriaux.
Concrètement, moi, j'ai pas de réponse parce que c'est pas mon métier. En même temps, alors je vais encore parler de ma coopérative, mais bien évidemment, nous, nos projets d'éducation sont aussi basés sur l'éducation à la science. Et c'est vrai qu'on fait des formations qui, encore une fois, ne confrontent pas les modèles, mais qui est vraiment basée sur la science. Et après, je pourrais rebondir sur les interventions, je ne vais pas le faire. Mais Madame Pesson, une réponse à cette question. Alors moi, je considère que les collectivités territoriales, elles ont un rôle à jouer et être en lien avec les citoyennes et citoyens. Je pense pas, je suis pas d'accord avec vous, l'Imagrin ne doit pas jouer ce rôle. Ce qui prime, c'est l'intérêt général et je suis complètement d'accord. En tout cas, nous à Lyon et sur la métropole lyonnaise, on essaie, grâce à l'alimentation aussi, parce que l'alimentation, depuis tout à l'heure, on parle de produits, on parle pas du bonheur de partager autour d'un repas et de créer du lien, parce qu'on crée du lien quand on partage un repas. Et puis, je l'ai rappelé, dans les quartiers populaires, parce que l'une de nos valeurs et notre philosophie, c'est de réduire les inégalités quant à l'accès à l'alimentation saine et durable. Et l'alimentation saine et durable, c'est le bio, c'est zéro phyto dans tous nos jardins partagés, puisque on développe aussi l'agroécologie, la permaculture, et c'est pas qu'une histoire de bobo. C'est une histoire, je reparle des enjeux de santé publique. Les enjeux de santé publique, c'est aussi de faire des économies à la sécurité sociale. C'est un vrai combat. Donc là, c'est vraiment une société qui doit changer. C'est les logiciels qui doivent changer. Alors après, oui, je suis complètement d'accord. On a le besoin de continuer à structurer les filières et trouver, d'être au milieu, je dirais, et de rassembler. Les collectivités territoriales jouent ce rôle. Rassembler les grandes familles. Et moi, quand je suis arrivée en 2014 à la ville de Lyon, j'avais plutôt une vision sur l'économie sociale et solidaire, une vision qui n'était ni trop entrepreneuriat social, ni trop coopération, pour laisser de la place à tous les acteurs, quelle que soit leur origine, leur statut. Et il est vrai que je reviens sur le fait qu'aujourd'hui les agriculteurs ont besoin, il est vrai, d'un revenu, mais les grandes villes jouent un rôle important pour les soutenir. La demande est forte dans les grandes villes, mais elle est forte sur la qualité. Et la qualité, c'est le bio, les circuits courts, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et je reviens sur ce que vous disiez sur le bio qui vient d'ailleurs. En tout cas, nous, à la ville de Lyon, il ne vient pas d'ailleurs. Il est en priorité, même si aujourd'hui, il y a une vraie tension sur les terres disponibles, mais notre priorité, c'est sur le territoire. Et on dit toujours, on est à 100 km, 80 voire 100. Kevin Guillermin, sur ces questions d'éducation Pas forcément sur ces questions d'éducation. Enfin, ou des mentalités. Généralement sur les questions... Oui, sur ces questions d'évolution des mentalités, il y a un vrai travail à faire et en fait, il concerne tout le monde. Et effectivement, on a besoin de tout le monde dans cette transition. Et mon propos tout à l'heure était, je pense, mal compris. Enfin, c'est sûrement moi qui me suis mal exprimé. Je ne voulais pas dire par là qu'on n'a pas besoin des circulants. Aujourd'hui, de fait, ils existent, ils représentent 70% du volume, donc on va pas faire comme s'ils n'existaient pas. Mais il ne faut pas faire d'angélisme non plus. En fait, il y a des parties prenantes qui ont un rapport de force qui leur est très favorable et qui ont un intérêt dans cette histoire. Aujourd'hui, Leclerc a lancé une offensive en annonçant les Leclerc bio. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Leclerc fait du chantage sur les gens qui sont aujourd'hui nos fournisseurs. En leur disant, demain, si vous n'êtes pas référencé dans les Leclerc bio, je vous attaque. Je vous attaque au tribunal et je vous coupe les vivres d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a des enjeux commerciaux liés. Et ça, c'est une réalité, en fait. Donc, je veux dire, on peut dire c'est super qu'il y ait des Leclerc bio qui s'ouvrent, mais on peut aussi se dire il y a des gens en fait qui, dans leur manière de faire, dans leur style, participent à la construction d'un projet de société qui n'est pas compatible avec le projet de société qui était porté par les gens qui ont inventé la bio et qui n'est pas justement le bio. Et ça, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Oui, on a besoin de tout le monde pour faire l'alimentation durable, mais en même temps, il y a aussi des intérêts financiers et des rapports de force qui s'exercent à l'intérieur de ce mouvement-là. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Ok, merci. Momentanément, je vous propose peut-être d'en rester là. Si vous voulez encore vous ajouter quelque chose, mais brièvement, parce que leur tour. Brièvement, monsieur Urias, mais très brièvement, parce qu'il faut aller vers les ateliers. On va continuer.
très très On brièvement. va continuer dans les ateliers, on va phosphorer. Hein. Avant de vous quitter, parce que je ne vous peux de pas quitter. rester aux ateliers, je vais vers d'autres horizons et je vais terminer d'ailleurs ce soir très tard avec une très grande réunion avec votre mot de la fin, monsieur Orias. Mais mon petit mot de la fin, c'est que l'éducation, c'est fondamental. Et en termes de philosophie, il faut tirer le plus grand nombre vers le meilleur. C'est ça l'éducation. Ça passe d'abord sur un plan local. Ça place d'abord sur un plan local, parce que je vous assure que notamment les enfants sont très mobilisés. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi, ça a été dit, la gestion des déchets. Il y a un énorme travail à faire. Nos jeunes enfants sont très sensibilisés. Moi, tout le temps, dans toutes les communes, je demande à tous les maires, avec leur conseil municipal des enfants, de faire d'abord passer ce message, parce que c'est l'avenir. Et demain, l'économie sociale et solidaire, je suis très assuré que c'est des emplois, et des emplois sur le terrain. Voilà, c'est mon mot de fin, mais je tenais à vous saluer et à vous dire combien j'ai apprécié de ce débat. Merci de l'avoir organisé. Merci, et on continue dans les ateliers.